Jean Co. Croquis de mémoire, Julliard, 1985. 1. Mitterrand et JJSS. Un homme jeune, aux cheveux noirs solidement plantés, au teint blanc sur le trottoir à Saint-Germain-des-Prés, et qui paraissait humer l'air chargé d'odeur de femme, doux pollen, de ce soir de printemps. Tiens, me dit-on, c'est Mitterrand qui drague. Il était garde des Sceaux en ce temps-là. Jeune, je l'ai dit, et avec quelque chose d'avide et de chasseur de femmes dans sa présence plantée sur le trottoir. On m'assura qu'il était un chaud lapin et avait pour l'heure les faveurs d'une danseuse célèbre. Comme j'admirais les danseuses en général et celle-là en particulier, mon regard, qui sans cela eût glissé sur une silhouette gardienne de sceaux et donc sans intérêt, s'attarda sur l'homme aux cheveux noirs et au teint blanc qui patrouillait, cambré, devant le royal. Et j'eus pour lui cette sorte de considération, mêlée d'un brin d'envie, que ma jeunesse accordait aux usagers de très belles personnes. Et voilà pourquoi, à cause d'une danseuse, et parce que sans doute je devais chasser moi-même ce soir-là, j'ai gravé dans ma mémoire ce premier souvenir de François Mitterrand. Plus tard, je journalisais à l'Express, je le suivis lors d'une campagne électorale dans la Nièvre. Je n'avais encore jamais été spectateur de ce sport, et fus surpris de voir quels exercices devaient pratiquer ces champions. Une voiture noire, elles avaient presque toute cette couleur en ce temps-là, qui s'arrête devant une cour de ferme, on descend, on serre la patte des croquants, on parle avec l'homme pendant que la femme apparaît sur le seuil et essuie ses mains rougeaudes à son tablier. On repart, on stoppe devant la mairie d'un petit village, on est reçu par quelques indigènes municipaux qui grisonnent, portent casquette, qu'ils ôtent, et ont de la moustache. On s'assied derrière une méchante table et on parle, infatigablement. C'est la démocratie électorale en campagne, à ras de boue et de propos. Seigneur, pensais-je, plutôt se suicider ou être poinçonneur de métro que faire ce métier. C'est cher payer la fréquentation à Paris des danseuses. Sous une halle, à la ville, Mitterrand clôtura son périple de séducteur électoral. Il y avait grand et gros public. Et moi. Et moi qui, stupéfait, vis et entendis à la tribune un extraordinaire orateur, qui paraissait surgir d'une énorme coquille comme un énorme oiseau. D'abord un œuf à la tribune, puis des bruits étouffés, des coups de bec sourds. Ce n'était qu'un œuf qui parlait, mais l'animal logeait à l'intérieur. Ensuite, les coups se firent plus nets, plus rapides, et la paroi fut percée, plus rageur, et le bec de l'oiseau, sa tête, ses plumes, ses ailes, s'arrachèrent de l'œuf qu'ils firent voler en mille éclats qui retombèrent sur toute l'assistance et sur moi-même, qui avait ma veste criblée de fragments de coquilles, pendant que l'oiseau, maintenant sur la tribune perchoir, roulait des trilles, poussait des cris, sifflait des anathèmes, du bec pinçait toutes les cordes de sa lyre. Je regardais, j'écoutais cette machine à parler, à tailler, couper, lacérer, froisser ou repasser, coudre ou découdre l'argument, de sa baguette lancer les violons ou brusquement déchaîner les cuivres. L'orateur. Les spectateurs étaient conquis. J'admirais, mais en même temps me tenaillait une gêne, car l'homme à la tribune usait, me semblait-il, d'un lyrisme uniquement fabriqué pour être projeté à l'extérieur, avec une violence à la fois impudique et insincère. Je pensais que cet homme était étrange, qui dosait ses fougues à la commande. Et je n'aurais pas été étonné qu'en coulisses, après son numéro, quelqu'un s'avançât vers lui pour lui tendre dans une enveloppe un salaire d'avocat. Alors, Mitterrand, me demanda-t-on à Paris. Alors, dis-je, s'il ne s'agit que de manier des mots avec une virtuosité redoutable, c'est quelqu'un qui un jour ira loin. Et si je viens de dire un salaire d'avocat, j'aurais pu aussi bien écrire le produit de la quête, effectué par des enfants de cœur, et dont on aurait compté le montant dans la sacristie. Des biographes, Catherine Ney par exemple, ont décelé ce côté noir de Mitterrand qui, si l'on applique bien la pointe du couteau, ouvre jusqu'à béer cette huître scellée. Bien avant eux, qu'on me pardonne, j'avais depuis toujours, en intuition illuminée, deviné la cléricature du personnage, et écrit sur tous les tons que cet homme était un prêtre. Une enfance pieuse dans un milieu provincial, catholique et réactionnaire de type rance, une adolescence que Dieu, genre Dieu de Mauriac, tourmente. Mitterrand va-t-il choisir le noir? Oui, mais ce sera celui de la robe d'avocat. Ensuite, à travers la politique, les femmes, les courses de haies, il se damnera au monde jusqu'à ce qu'un autre Dieu, le socialisme, au versant de l'âge, lui cligne de l'œil. Il comprend l'invite et qu'il peut être pape du socialisme français. Il communie, il prend la carte, et le voici d'abord premier cardinal, puis, élu par le peuple chrétien, alias peuple de gauche, pape, reine de plâtre et d'onction, en son Vatican élyséen. Tout, en lui, est d'un chrétien démodé, du XIXe siècle, tout, le goût des tombes et des nécropoles, les brûlures de la chair, les accommodements avec le monde, l'obsession mauriacienne et bernanocienne de Dieu ou de ses avatars, la tentation du péché, la gravité à la fois solennelle et chafouine du comportement, la voix,
la lippe en attente de l'hostie ou du baiser qui damne. Erreur à ne pas commettre, déclarer que nous avons affaire à un personnage de Balzac, car c'est de Mauriac que Mitterrand est fils. Quelque temps après, il me demanda de l'aller voir. Il animait un groupuscule, la FGDS, je crois. Il me dit qu'il portait attention à ce que j'écrivais, à mon ton, à mon style. Serais-je intéressé d'être mêlé à son environnement? Il employa un autre mot que j'ai oublié, car celui-ci n'existait pas à l'époque. Politique. Non, je n'avais de goût que pour l'écriture et que pour ces avatars parmi lesquels le journalisme m'assurait de ma liberté. Nous en restâmes là, et voilà pourquoi à l'heure où j'écris ces lignes, je ne suis pas un compagnon de la première heure de François Mitterrand. Octobre 59. J'officiais à l'Express, sous la conduite exaltée, clairon d'armes aux lèvres, toupet de blonds cheveux toujours peignés en pop, démarche tricoteuse, souliers à épaisse semelle, la note maniaque, la phrase catégorique, l'assurance aussi nette qu'elle est en brusque crochet changeante, mais le rire est franc, le don d'entraîner n'importe où, réel, le côté Tintin non sans charme, la culture générale nulle, la sensibilité poétique ou musicale extirpée dans les gènes mêmes, la vision politique chaotante, le goût de la précision horaire et du culte du moi, extrêmement naïf, les admirations éperdues pour les derniers raisonnements qu'il a entendus et qu'il peut vendre sur un air scientifique ou apocalyptique de trompette, les idées pêchées au harpon, qui tantôt ramènent un vrai poisson, tantôt une vieille godasse, mais peu importe, c'est le lancer qui compte, l'ambition au pas cadencé, se dirigeant vers des buts toujours mobiles, j'officie donc sous la conduite ronflante de JJSS. J'avais bien entendu à l'égard de ce vibrionnant personnage, sympathique et incohérent, d'abondantes réserves d'ironie, et il m'était impossible de le prendre au sérieux. Il faisait régner dans les bureaux du journal une atmosphère tout affairée de mystère et toute nerveuse d'apocalypse quotidienne, en laquelle je ne m'ébattais pas sans joie. Il arrivait toujours pressé, lourd de secrets mettant en cause au moins l'avenir de la démocratie, le sort de la France et, car ses élans étaient irrésistibles, l'équilibre du monde qui se mettait à tourner le temps d'une prophétie autour de lui, quand il n'était pas arrimé sur les épaules de ce nouvel Atlas, mi-Tintin, mi-Père Joseph de Vaudeville, à la fois Wonderboy et chef bulldozer de la tribu SS. Ses initiales signifient, ici évidemment, servant Schreiber, capable d'être émerveillé aussi bien par un projet que par n'importe quelle théorie apprise entre poire et fromage, faisant preuve de manière déroutante d'un sens réel et pet sec de l'organisation, d'un flair commercial très aigu et en même temps d'une pathologique confusion d'idées incurgitées à toute vitesse et jaillissant ensuite en foucade. Jean-Jacques, en vérité, ne s'était jamais relevé d'avoir été brillant à 25 ans et d'avoir fait l'objet d'une adoration familiale absolue. Il arrive en effet que pareil culte perturbe définitivement un jeune homme qui, pour avoir été habitué à briguer dans le cercle familial, se croira plus tard appelé à éblouir le monde comme il éblouissait maman, papa et les petites sœurs. Sauf que son inconscience et son enfantin toupet, plus tard, ne recueilleront pas la même indulgence, et que d'autres yeux ne seront pas aveuglés d'admiration, mais s'écarquilleront à contempler, du personnage, les cabrioles et les réceptions, comme on dit en gymnastique, ridicules. À nous deux Paris. Slogan trop timide chaque matin pour Jean-Jacques. C'était à nous deux la politique, l'Algérie, De Gaulle, la France, l'Europe, et en pourboire l'Amérique. Allons-y. Le jour sort de la nuit comme d'une victoire, a dit le poète. Et Jean-Jacques, chaque matin, sortait de son logis pour se jucher sur un nouveau tréteau. Il avait vu deux fers, Mendès, un général, un savant, un économiste, un ambassadeur, un agent double ou triple, un banquier, une personnalité. Et donc, De Gaulle était perdu. Il n'en avait que pour 3 mois, 1 semaine, 24 heures, il fallait être prêt. Inventer quelque chose, n'importe quoi, Monsieur X. De nouveau regonfler Mendès, surveiller Washington, ne pas perdre l'armée de vue. Que disait Ben Bella, Belkacem, Ferhat Abbas, Bourguiba, Aïd Ahmed et les sino-boudiafistes? Que pensait-on de Gaulle, de Nasser, du roi du Maroc? Ô confusion, ô sombre machination et tortueux détour de Gaulle exécré. Heureusement, Jean-Jacques était là. La France avait Jean-Jacques qui, à coup de conspiration patriotique et d'éditoriaux tambourinants, allait mettre bon ordre à ce chaos. Il s'enfermait dans son bureau, mettait le voyant au rouge, ce qui signifiait défense absolue d'entrée. Et aux Français, aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Algériens, aux Américains, à l'univers, adressait son épître. Le prodige, il était sympathique. Enfin, l'ineffable côté, de chez Verdurin, de l'Express, n'était pas dépourvu de chambres, boudoirs, greniers et couloirs romanesques. Ainsi, beaucoup de jeunes femmes qui y tricotaient de la plume n'étaient pas insensibles, en tout bien tout honneur, au charme farfelu mais se voulant tout dans le masque, comme disent les comédiens, de notre Jean-Jacques, sur lequel Dame Giroux, reine de la ruche, sourire éternellement en batterie et voix flûtée, veillait d'un œil précis. Mon Dieu, c'était gai. Nous avions un spécialiste des affaires de l'Est, qui ne devait son autorité tranchante qu'à son accent furibond d'outre-Vistule. Un responsable tous azimuts aux belles lettres,
dont la culture ne pouvait pas ne pas intimider puisqu'il avait, lui, l'accent d'outre-Danube. Jean Daniel étant né à Blida, évidemment, se trouvait chargé de couvrir l'Algérie. Il couvrait donc, Daniel, il couvrait. Mais à force de bondir d'Alger à Tunis, de Tunis au Caire, du Caire à Rabat, de Rabat à Bandung et de Bandung à Paris, il se croyait investi d'une mission, le transformant en une sorte de Mercure de la guerre et de Salomon de la paix. Il rêva même, élargissant le champ de ses avis, de réconcilier Kennedy et Castro. Bref, dans le genre bons offices, l'âme scout de ce bon Daniel recelait des trésors de dévouement qui faisaient s'attendrir d'indulgence sarcastique, dès qu'il avait le dos tourné, quelques membres de la rédaction. Jean-Jacques, lui, se méfiait un peu de Daniel. Non pas parce que celui-ci couvrait à tour de bras, de Washington au Caire et de la Havane à Tunis, mais parce qu'il craignait de se voir battu sur ses terrains de choix, c'est-à-dire en voyance et en extra-lucidité. Mais voilà-t-il pas que Jean-Jacques, lieutenant de réserve, fut rappelé en Algérie par l'ogre Guimolet. Grande indignation, grande affliction. N'allait-on pas nous le tuer, cet enfant, ou en tout cas lui faire des misères? Non, il en réchappa heureusement, et même nous revint des Aurès avec un gros livre, lieutenant en Algérie, dans sa giberne. Guimolet avait raté son coup. Mendès et Defer ouvrirent tout grand leurs bras pour accueillir le fils prodigue et tuèrent le veau gras. Dans un coin, Mauriac, malin, dosait la sauce et la goûtait, une larme, en plongeant dans la marmite une longue cuillère. On me dira, que faisiez-vous alors auprès de lui et dans son journal? Je répondrai que je gagnais mon incertaine vie et agençais le puzzle de ma sensibilité et de mes idées, que le sartrisme avait failli souder, mais heureusement, j'avais toujours pris soin de ne coller les pièces qu'avec de la gélatine, au petit bonheur de mes jours, de mes passés anciens ou récents, de mes scepticismes, de mes ironies, de mes secrets cynismes, de mes fidélités et habitudes en amitié, de tout cela qui fait qu'on met parfois longtemps à larguer les amarres d'une jeunesse. En vérité, je glissais sur des pentes intellectuellement confortables. Je le savais, mais une certaine irresponsabilité était mon fort, et je disposais en outre d'ironie de secours toujours prête à se transformer en lucidité si un écœurement me venait. En attendant que la coupe débordât, je la laissais se remplir. J'avouerai aussi que j'étais tranquille. Oui, comme le regard que j'avais sans cesse porté sur l'intelligentsia n'avait jamais cessé d'être froid, mes origines m'avaient aidé à lui conserver son tranchant. Je ne doutais pas de mes capacités à claquer les portes de cette église pour aller faire mon salut ou me damner ailleurs. J'avais de ce côté-là grande confiance en moi et m'en administrais plus tard l'épreuve. Retour en arrière. Octobre 59. Éclate l'affaire de l'Observatoire. Mitterrand, lumière ou torche fumeuse, on ne sait pas très bien, de la gauche, a été victime d'un abominable attentat. Elle a échappé belle. À l'express de JJSS, on tremble, on s'indigne, et on se précipite sur les remparts de la patrie en danger pour y sonner l'alerte. Dans les jours qui avaient précédé l'affaire, j'avais déjà écrit un article où, téléguidé par Mitterrand, j'annonçais quelle calamité allait s'abattre sur la France. Les paras qui tomberaient du ciel, des nervis qui déjà rôdaient dans l'ombre, prêts à oxyre la République, des complots partout ourdis. Les assassins sont parmi nous, clamait l'Express. Pas étonnant dès lors s'ils avaient choisi Mitterrand comme première victime. Et l'article se révélait donc prophétique. L'Express publia. Patatras. Il y avait, à la poste de la rue de Tournon, une lettre antidatée et racontant autre chose. Savoir comment, très exactement, allait se dérouler l'attentat avec un Mitterrand complice. Seigneur, cela s'appelle pour un journal s'être mis dans une merde. Seigneur, comment rattraper ça? Je déclarais, au conclave de l'Express, que je plaignais les gens qui allaient devoir écrire un deuxième article. On me répondit que j'avais bien raison, puisque, ayant rédigé le premier, je ne pouvais pas ne pas être l'auteur du second pour essayer de tirer Mitterrand hors de la fosse. Une importance me gonfla. Soit. Revenons chez le martyr, mais hélas désormais faux. Qu'à cela ne tienne, avec de l'encre, une plume et du papier, on fait des miracles. J'attends ce matin-là, au café situé rue Bonaparte, à 2 encablures de la rue Guinemer. Un ambassadeur du journal m'a accompagné. Je vais d'abord le voir quelques minutes et te préparer le terrain. Il revient au bout de 20 minutes. Il t'attend. Comment est-il? Bien? Mal. Au bord du suicide. Il t'attend. J'y vais. Mitterrand m'introduit dans un petit bureau aux fenêtres fermées. Il s'installe derrière une petite table sur laquelle est posée une lampe à faible lumière qu'il éclaire en contre-plongée et donne à son visage des reliefs et un ton jaune et vert. Dans le bureau, une odeur de veille, de désastre, de tristesse, de coups foirés. Le sentiment d'être auprès d'un homme traqué au fond d'un trou que des torches brandies par des pisteurs pourraient brutalement éclairer. Il est là, on le tient. Il me dirait, vous, sortez, et ils abattraient l'animal tapi dans l'ombre. Est-ce qu'une pitié me vient? Je m'assieds. Il y a un temps. Je lui dis, eh bien, nous sommes dans de beaux draps. Il me dit, je vous dois quelques explications.
Je lui ai dit, ça ne va pas être facile. Est-ce que vous m'avez menti la dernière fois? Voulez-vous que je vous explique? Je suis là pour ça. J'étais là pour ça, et pour l'aider à recoudre, toute déchirée, sa peau. J'écrivis donc, en l'enrobant de ma sauce, ce qu'il crut bon de me dicter, mais ce ne fut pas une interview. À moi tout seul, en vérité, je jouais le rôle d'un immense public auquel s'adressait l'avocat Mitterrand défendant l'honneur perdu de son client Mitterrand. Il parle. Bientôt il se lève. Tantôt s'appuie à la cloison et au rayonnage chargé de livres, tantôt bascule en avant, puis se redresse, croise les mains, se penche vers la table où j'aligne vélocement sa plaidoirie. Se redresse plus droit encore, reste pâle, très pâle, malgré l'animation de son propos. Ce ne fut pas une interview car le brave lecteur aurait pu dire Mitterrand plaide sa cause, et se méfier des envolées et des arguments. L'article parut, mais sans qu'il fût dit que j'avais 7 fois rencontré le suspect. C'était donc moi qui parlais, démonter la machination avec une habileté extraordinaire, me transformer en avocat général, débusquant les invraisemblances, démontrer une connaissance inouïe du code, de la loi, des labyrinthes de la justice, des processus de levée d'immunité parlementaire, etc. Sur tout cela, ma science était infinie, mise au service d'une remarquable logique démonstrative, digne à la fois d'un Sherlock Holmes et d'un juriste, dont personne jusqu'à ce jour ne m'aurait cru capable. Des soupçons qui pesaient sur Mitterrand, de leur contre-logique, je faisais du menu bois. Quel talent! Sauf qu'il n'était pas le mien. Quelle habileté à défendre et convaincre, sauf qu'elle n'était pas la mienne. Pendant près de 3 heures d'horloge, dans le petit bureau, j'avais sur mon perchoir de perroquet écouté l'oiseleur, et mon article n'était que la chanson qu'il m'avait chantée et que je m'étais contenté sur ma portée d'inscrire. Je ne suis ni honteux ni fier de ma conduite. Comme je l'ai écrit ci-dessus, il y avait grand amusement de ma part à regarder fonctionner de tels importants jouets. Et nous en revenons à mon cynisme qui, si j'avais continué dans cette voie, aurait pu se transformer en pourrissement, dans mon âge d'homme, ou en désespoir et honte pour n'avoir pas su à quel juste moment ce qu'il m'amusait de flairer pouvait, en rejet, donner mauvaise haleine au reste de ma vie. Passèrent les ans, et de François Mitterrand les fortunes diverses. Je le verrai souvent à Saint-Germain-des-Prés, chez Lippe, où il aime jouer au quidam, installé à la table près de la caisse. Je verrai son crâne se déplumer, son teint blanc tourner à l'ivoire, sa taille s'épaissir, sa démarche se faire plus lente et lourde, et son menton se tendre, comme pour effacer les plis du cou et respirer, au-dessus des ambitions, l'air rare du pouvoir. Je le verrai la nuit, tout de sombre vêtu, le feutre noir à large bord rabattu sur les yeux, sortir d'un immeuble de mon quartier où habitent de siens amis, et s'engoncer, avec mouvement difficile des jambes repliées, dans une voiture précisément surgie. Il s'écrase de marbre ou de plâtre sur le siège arrière. La voiture démarre aussitôt, suivie par une autre, qui s'arrache du trottoir, et dans laquelle se sont engouffrés 3 hommes. Et je regarde s'éloigner à toute allure la voiture du président de la République, suivie de son anonyme escorte. Il ne l'était pas encore président, lorsque, toujours rue Jacob, une nuit, il allait à pied accompagné d'un ami. Déjà il s'était dessiné son personnage au lavis noir, coiffé du feutre à ailes noires, et écharpe noire, ou bleu très sombre, autour du cou. Pourquoi cette métamorphose du fringant chasseur de danseuses en Nosferatu, auguste et sombre? Pourquoi ce goût avec l'âge venu de la ténèbre vestimentaire et cette haine de tout mouvement qui déplace les lignes d'un visage d'ivoire trop lisse? Pourquoi ce regard trop fixe où passent comme de brèves lueurs hagardes et ces canines limées afin qu'on oublie comment cet homme a déchiré ses proies? Les réponses à ces questions sont les secrets de M. Mitterrand, ses angoisses peut-être, les délires, sait-on jamais, d'un être traçant sur lui-même son portrait pour l'histoire, et qui appuie sur le fusain, en espérant donner une netteté à des contours trop flous et une profondeur à ce qu'il cerne. Sur le trottoir, nous nous croisâmes. Il m'adressa, du feutre et du chef, un étrange et impassible salut. Je le lui rendis avec la même componction. Je pensais qu'il avait bonne mémoire et n'avait pas oublié, rue Guinemer, notre bref mais commun passé, notre complicité, lorsqu'il était au bord du suicide. Tout cela explique, lorsque j'aperçois sur un écran de télévision M. Mitterrand déambuler, raide et rose à la main, dans la crypte du Panthéon, escalader le caillou de Solutré, méditer bucoliquement dans son Arcadie de Latché, passer en revue les troupes lors du 14 juillet, ou s'adresser, du haut du pinacle élyséen, à tous les Français. Tout cela explique pourquoi me voici en malaise et en recul. Il y a, à mes yeux, dans le fond du paysage sur lequel il s'autodessine, trop de nuit, de gris, de teintes passées, de perspectives trop fuyantes, là-bas. Il y a trop de sfumato obtenu à l'estompe. Je regarde, et bientôt mes lèvres produisent un murmure, et ce murmure dit « Comment est-il possible que François Mitterrand soit président de la République ?»